Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert. J'espère que tout le monde va bien de son côté. Ici, ça va et j'ai l'immense bonheur de vous présenter deux personnes plutôt qu'une. Ça arrive une fois de temps en temps que j'ose tenter un dialogue, une conversation à trois, ce qui n'est pas toujours évident. Mais dans ce cas-ci, on était tous bien à l'écoute, alors ça s'est bien déroulé. Deux personnages, deux gentilles personnes. La première, c'est Alexis Reynaud. Il co-dirige la compagnie Ballet, Opéra, Pantomime. C'est la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. La compagnie BOP, qu'il a fondée en 2013. Et sous sa direction, BOP a remporté des prix Opus, dont Découverte de l'année en 2016. Puis ils ont eu aussi le conseil, ils ont aussi eu le prix de la relève de la Caisse des Jardins, qui avait été remis par le Conseil des Arts de Montréal. Et au cours des dernières années, il a travaillé avec l'Orchestre métropolitain. Il a enseigné à l'école Vincent d'Indy. Et en dehors de BOP, peut-être que vous l'avez déjà lu, Alexis. Alexis Reynaud, il collabore au journal Le Devoir à titre de critique musicale et littéraire. Et il fait partie aussi du conseil d'administration du Festival Bleu-Bleu de Carleton-sur-Mer. C'est aussi un compositeur, un arrangeur qui a été formé au Conservatoire de musique de Montréal. Il a travaillé avec plusieurs artistes québécois, dont Pierre Lapointe, Cœur de pirate, Les Sœurs Boulay. Et ses œuvres ont été entendues un peu partout à travers le Québec. Et à l'hiver 2022, il s'est joint à la 3e cohorte de la résidence en leadership artistique de l'École nationale du théâtre du Canada. Et vous fait entendre prochainement ses œuvres. Une de ses œuvres va être interprétée à l'Orchestre symphonique de Montréal, rien de moins. Pour ce qui est de Hubert Tanguay-Labrosse, en fait, il est lauréat du Grand Prix du concours OSM de 2009 et il avait eu la bourse de carrière du père Fernand Lindsay et il a débuté ses apprentissages de musique comme bien des gens à Montréal à l'école du Plateau, ensuite par après à Jean-François Perrault, et il est diplômé de la Juilliard School et du Conservatoire de Montréal. Il a travaillé ainsi la composition avec Serge Provost et Jonathan Dow. Et en 2013, il avait fondé avec son ami Alexis la compagnie BOP, dont on va discuter plus en détail au cours de l'épisode. Et il est aussi il fait la direction musicale de ce projet. Il a un rôle de pédagogue. À chaque été, vous pouvez le voir au camp musical Père Lindsay où il dirige le chœur à tous les matins. Mais il a dirigé aussi de nombreux orchestres de jeunes comme l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette et de Sherbrooke. Maintenant, laissez-moi vous présenter leur compagnie, le Ballet, Opéra, Pantomime. En un peu plus d'une dizaine d'années d'existence, la compagnie Ballet, Opéra, Pantomime, BOP, co-dirigée par Alexis Reynaud et Hubert Tanguay-Labrosse, a présenté plus d'une douzaine de productions pluridisciplinaires en partenariat avec l'Opéra de Montréal, les Violons du Roi, Offern Music et I-Musici de Montréal, entre autres. La compagnie a présenté son travail à Montréal et à Québec. Depuis ses débuts, BOP a collaboré avec plus de 500 artistes, la plupart en début de carrière au moment de leur embauche. À travers ses productions, la compagnie a mis de l'avant-scène le talent de créateurs, créatrices visionnaires, notamment les metteuses en scène Edith Patnaud et Sophie Cadieux, le chorégraphe Dave Saint-Pierre et l'auteur-compositeur-interprète Sean Nicholas Savage. Le Conseil québécois de la musique a remis à BOP le prix Opus du concert de l'année, musique médiévale de la Renaissance baroque pour le spectacle Zéphyr en 2022 et celui de la découverte de l'année pour le spectacle Le Vin Herbé en 2016. Le Conseil des arts de Montréal a pour sa part souligné la contribution de la compagnie à la vitalité de la scène artistique de la ville en lui remettant le prix de la relève Caisse des Jardins de la Culture. Voici ma conversation avec Alexis Reynaud et Hubert Tanguay-Labrosse. Bonjour, comment allez-vous? C'est rare, je fais un épisode à 3. Je suis content de le faire avec vous deux. Avec votre phénoménal projet, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui.
Je trouve que souvent, quand je fais des épisodes concernant des artistes de musique classique, c'est souvent des interprètes. J'ai eu une compositrice qui est venue une fois, et c'est un peu traditionnel. Il y a toujours cette espèce de parcours d'études qu'on discute, et aussi de performances, de concerts, tout ça. Dans votre cas, ce que je trouve qui est cool, c'est que vous êtes, premièrement, vous êtes jeune, vous avez créé une compagnie il y a déjà pas mal d'années. Ça fait combien de temps maintenant que Bop existe? Ça va faire... En fait, ça fait un peu plus de 10 ans. 10 ans, bon, vous aviez quel âge quand vous avez parti ça? Pas le même âge, Hubert et moi. Moi, j'avais 25 ans. OK, quand même. Donc, moi, 24, j'imagine. Toi, 24, OK. Bon, c'est quand même jeune pour décider de finalement de faire quelque chose qui est différent. Puis moi, j'aimerais un peu comprendre l'origine de ce projet, en fait. Est-ce que c'est suite en regardant le milieu puis de se dire « OK, il est temps qu'on fasse bouger les choses autrement, proposer quelque chose de différent? » C'est ça que je suis un peu intrigué. Par où commencer? Ben, je pense que ça venait d'abord du désir de faire des projets entre amis. Donc, c'est ça on voulait travailler ensemble, faire quelque chose avec les gens qui nous entouraient. Puis, le choix d'aller vers, disons, cette formule-là, qui au début était principalement, là, on se concentrait principalement sur l'opéra contemporain à nos premières années. Ça venait peut-être, oui, d'une espèce d'observation que finalement c'était peut-être une niche qui n'était pas encore occupée à Montréal, donc plutôt que créer un orchestre ou un ensemble de musique, un orchestre de chambre ou un ensemble de musique contemporaine, disons des formules qui existent déjà beaucoup, puis dans laquelle il y a beaucoup de compétition déjà, c'était peut-être de créer quelque chose où il y a moins... Il y a rien encore à Montréal qui ressemble à ça, ou en tout cas peu de choses. Puis aussi, finalement, c'était l'idée que à travers tout ce qui est scénique, ben, ça allait peut-être nous permettre de ratisser un peu plus large, de trouver un nouveau public. Mm-hmm. Donc, en racontant des histoires, peut-être que c'était plus facile de faire écouter cette musique-là, faire découvrir cette musique-là aux gens. Puis aussi des projets, justement, de la musique rarement jouée. Toujours, tu sais, à chaque fois que vous proposiez quelque chose, il y avait le Quatuor à la fin des temps, que je me rappelle que ça, je connaissais ça. Là, bon. Mais il y a d'autres trucs, tu sais, que c'était familier. Je savais que ça existait, mais je n'avais jamais vraiment prêté du temps ou mes oreilles à écouter cette musique-là. Tu sais. Et là, vous avez donc décidé de partir cette compagnie, justement. Quelque chose qui est cool aussi que tu mentionnes, c'est l'amicalité là-dedans, d'être avec des amis, travailler avec des gens avec qui on aime, ce qui n'est pas nécessairement évident dans le milieu, parce que souvent, si on ne prend pas une initiative de la sorte, ben c'est toujours des ensembles qui existent déjà, où est-ce qu'il y a une espèce de hiérarchie, ou bien d'audition, ou est-ce que finalement... t'apprends à vivre avec une cellule qui est déjà existante ou il y a des règlements très précis. Dans le cas, vous deux, vous êtes amis de super longue date. Ça remonte à la jeunesse, justement, un peu un lieu que tous les trois on partage avec une grande affection, le camp musical Fernandisé. Camp musical à Nodière qu'on appelait à l'époque. Et c'est quoi? C'est finalement, c'est à travers ces étés-là, vous avez développé une amitié, puis vous avez décidé... En fait, ce que je trouve aussi intéressant dans le cas de vous deux, c'est que vous avez changé musicalement. T'sais. Parce que toi, Hubert, à la base, tu as fait vraiment la trajectoire de quelqu'un qui veut jouer de la clarinette, qui va se spécialiser dans une des meilleures écoles dans le monde, à Juilliard. C'est ça que tu as fait, non? Ouais. Maîtrise, c'est ça? Mon bac. Ah, tu as fait ton bac? Ouais. Ah, ok, dans ma tête, tu as fait ta maîtrise. Oh shit, tu as été 4? J'ai fait 3 ans. J'ai comme transféré pendant... Ah, ok. J'ai commencé au conservatoire, j'ai fini là-bas. Ok, t'as fini là-bas. Ouais. Shit. Ok. Ça, c'est intense. 3 ans à New York. T'as-tu aimé ça? Oui et non. Ça dépend. Mais comme... J'en garde un bon souvenir. Mais il y a eu... ça, je pense que c'est là où, finalement, j'ai réalisé que mon rêve d'adolescence, c'était pas nécessairement ce que je pensais. Ou en tout cas, c'est là où ça m'a permis de me questionner sur vraiment ce que je voulais faire. Puis justement, mon rapport à jouer de la clarinette. Puis ouais. Est-ce que tu penses que ton rapport est comme à la clarinette et comment tout ça a été changé, est-ce que c'est peut-être un peu de la faute à Juilliard? Ce que je sous-entends, c'est que si tu avais étudié dans une autre école, peut-être plus relax, t'aurais peut-être changé autrement? Non, mais je pense que l'école était pas...
l'ambiance était bonne, là. C'est pas par rapport à Ok, ça. c'est ça, c'est pas l'école qui est en cause. Non, mais je pense, comme n'importe quelle école, c'est loin d'être parfait. J'ai des bons profs, des mauvais profs. Je pense que finalement, ça dépend vraiment sur quel... finalement, c'est qui les humains avec qui tu travailles, là. Comme n'importe quelle école, j'ai l'impression. Mais non, c'était plus... Je pense que c'était mon rêve de petit gars d'aller là-bas. Ça faisait longtemps que je m'imaginais ça, donc c'est sûr que entre ce que je projetais puis l'idée que je m'étais faite de ça, disons, à 13 ans, quand j'avais commencé à penser à ça, puis la réalité, c'est sûr qu'il y avait une espèce de débalancement. Mais non, je pense qu'aller là-bas, c'est juste j'ai réalisé que j'avais envie de faire ma vie à Montréal puis pas ailleurs. Alors qu'avant de partir, je me disais, je vais aller faire de la musique peu importe où. Tu te laissais les portes ouvertes ça. pour le monde entier, étant donné aussi que clarinette... t'as pas non plus tant le luxe de choisir où tu vas habiter. Là, disons. Quand tu pars là-dedans, tu fais des auditions, puis si c'est à Nashville que tu finis, mais c'est à Nashville que tu vas faire ta job. Parce qu'en corde, on a plus de possibilités quand même. Là. Vous autres, c'est plus limité. Mais finalement, donc, tu as fini ton diplôme, puis tu as fait, je vais faire autre chose avec ma vie de musicien. Finalement, tu t'es intéressé à la direction. Ouais, je me suis intéressé à la direction, pas tant dans l'idée je veux être un chef d'orchestre, mais plus dans l'idée c'était pour moi je voulais travailler avec Rafi Arménian, avec qui j'avais travaillé au conservatoire avant de partir aux États-Unis, puis c'est aussi, je me disais, c'est la meilleure façon, si je veux développer mes propres projets, c'est le genre de bagage qui me serait probablement nécessaire, ou c'est la meilleure façon la meilleure avenue pour ça. On va en revenir dans un instant. Et toi, Alexis, moi je te connais de longue date, Joliette, parce qu'on a fait l'orchestre des jeunes. Tu jouais du violon. Tu joues encore du violon, mais j'ai été violoniste de formation. Assez peu, hein. Oui, violoniste de formation à la base. Par après, tu t'es dirigé en composition. Je me souviens encore de ça quand tu t'étais décidé à plonger là-dedans. Et finalement, j'ai un peu quand même de la misère à te définir aujourd'hui, si je peux être honnête. Je sais pas si toi, tu es capable de le faire. Si tu te définis bien toi-même. Qu'est-ce que j'aimais de la composition, qu'est-ce que j'aime encore, finalement, Parce que t'écris encore. C'est ça, c'est que j'avais pas tout à fait fini mes études il y a 10 ans. Fait que là, j'ai terminé maintenant. No way, ok, t'es là-dedans en ce moment? Oui, c'est ça. Okay. Au conservatoire? Au conservatoire, pour boucler la boucle. Avec Nicolas Gilbert? Exact. Oh, super. Puis là, tu sais, ce qui veut dire compléter ses études, là, c'est finir, comme on appelle dans le jargon, la maîtrise, le concours. Le concours dans lequel tu dois... qu'est-ce qu'il faut faire comme épreuve finale? On va écrire une œuvre pour combien d'instruments? Il faut présenter un portfolio d'une quarantaine de minutes avec une pièce d'orchestre là-dedans, qui était déjà composée, là, justement, il y a 10 ans. Puis là, j'ajoute... Tu la retravailles? Oui, je la retravaille, puis j'ajoute des nouvelles pièces à ça. Mais... c'est ça, qu'est-ce que j'aime de la composition, c'est un peu comme Hubert disait par rapport au fait de réaliser ses propres projets. Je trouvais que c'était une bonne avenue, puis pas nécessairement pour vivre de ça, mais c'était quand même l'opportunité, c'est ça, de réaliser des projets avec des gens qu'on aime, des amis, créer quelque chose de toute pièce. Fait que là-dedans, il y a une part finalement d'organisation dans la composition, dans la production qui me plaisait, puis c'est peut-être plus ça que je fais en ce moment, maintenant. Ouais. Mais dans les deux cas qui sont devant moi, vous êtes vraiment des musiciens versatiles qui touchent à toutes sortes de milieux. Dans ton cas, Alexis, aussi, tu as écrit dans Le Devoir, tu as fait des articles à la Pige sur de la critique, mais aussi d'autres articles un peu de fond sur d'autres sujets. J'avais pendant les confinements, j'avais plus de temps. Puis j'avais proposé, c'est ça, à mes collègues au Devoir, là, je savais qui cherchaient des gens pour faire de la critique littéraire. Puis bon, c'est ça, j'ai toujours lu pas mal. Alors donc il y a quand même ça aussi qui est dans ta sphère artistique. Il y a l'écriture, la lecture, l'écriture qui est très présent. Ça, je trouve intéressant parce que tu as joué du violon, tu as fait ça. T'enseignes un peu, je présume, peut-être? Ça fait quelques années quand même, mais oui, c'est ça. J'ai enseigné au collégial, au secondaire, j'ai fait des ateliers aussi, là, dans les écoles primaires. Là. En fait, dans les années qui ont suivi sur mon départ du conservatoire, là, c'est essentiellement ça que j'ai fait. Puis au camp, l'été... évidemment. C'est ça. Ça continue. Et maintenant, pour toi, Hubert, c'est... Oui, donc c'est ça. Donc tu t'es mis...
Comme tu disais que tu es revenu à Montréal, c'est à ce moment-là que tu as comme un peu raffiné ou travaillé un peu plus en profondeur la direction avec Rafi Armanian, qui est encore... Ben, il n'est plus au conservatoire maintenant, il enseigne, je crois, peut-être à Toronto, si je me trompe. Je pense qu'il est retraité. Il est retraité. Il écrit des livres. OK, il écrit des livres, voilà, tout simplement. Donc, tu as fait un peu cette formation-là qui pour finalement servir tes propres projets. Et là, vous avez parti de la compagnie. C'était quoi la première production que vous aviez fait avec Bob? On a fait un opéra de chambre de Britain, Okay, Curly River, qui était c'est une œuvre pour 5 musiciens. Je crois 7 musiciens, une douzaine d'interprètes, là, de chanteurs. Curly River, est-ce que c'est celui-là qu'on retrouve dans le film de Wes Anderson dans le camp d'été avec des enfants qui font une production? Il y a une production de Britain. Je me souviens plus si c'est celle-là. Je crois que c'est The Little Sweep. Je pense que c'est un opéra spécifiquement composé pour les enfants. En fait, les Curly River qu'on a fait, c'est un peu particulier. C'est une pièce qui est pensée pour être présentée dans une église, donc sans décor, puis en utilisant vraiment l'architecture. Même c'est une... Comment on dit, c'est une gang de moines là, qui raconte l'histoire dans Curly River. C'est ça, c'est une forme en fait, ils appellent ça une parabole d'église. Puis il y en a fait 3. On en a fait 2 à nos débuts. Donc Curly River, puis je pense 2 ans plus tard, on a fait Burning Fiery Furnace à la salle Bourgie. Vous trippez Britain? Vous aimez ça? Ben, disons que c'était des bonnes œuvres pour commencer. C'est des œuvres super, vraiment fortes, qui sont très particulières. Qui se montait bien, C'est un drôle de personnage. Britain. Moi, j'ai acheté dernièrement pour mon père, parce que mon père est à la retraite, il est dans un trip de tout écouter. Donc là, mettons, là, Noël arrive bientôt. De toute façon, il va l'avoir su, je peux le dire. Là, j'ai acheté tout le coffret Bach avec toutes les œuvres qui ont été composées par Bach, enregistrées dans l'ordre, selon les instruments. Il a tout écouté Mozart, il a tout écouté Beethoven, il a tout écouté Stravinsky à date, quand même. Ça, on va y donner un CD par jour, c'est ça, on devrait se faire un disque par jour, mais c'est des gros... Mais là, j'ai acheté aussi, puis ça, je me le garde pour plus tard, c'est le coffret Britain. J'ai acheté ça, là, moi, je me tiens dans les bouquineries à Montréal, il y a des fois, puis tout le monde me connaît, parce qu'à chaque fois, je fais, si vous avez un coffret d'un grand compositeur, Brahms, whatever, je suis appelez-moi, puis dès qu'ils m'appellent, je les achète. Peu importe, mon père met ça dans sa bibliothèque, puis là, il trippe fort parce que, tu sais, il écoute ça, puis là, il va le lire sur les pièces en même temps, puis là, il voit l'évolution du compositeur, puis tout ça. Mais Breton, écoute, j'ai ouvert la boîte, rien que regarder un peu les œuvres, puis je connais pas le 7/8e de tout ce qui est présenté devant moi. Il y a beaucoup de trucs... j'ai envie de dire obscur, mais ça l'était pas, parce qu'à l'époque, sa musique, elle a toujours été bien jouée, puis quand même célébrée, mais c'est qu'il en a fait beaucoup de musique, tu sais. On l'oublie aussi. Oui, puis il y a quand même une grande variété, je pense, dans ce qu'il fait. Ouais, là, puis il a composé, il a jeune, il a commencé jeune, il y a comme tout un espèce de catalogue de jeunesse aussi qu'on peut pas non plus ignorer. Tout ça, une parenthèse bretonne. J'ai hâte d'être à la retraite pour faire la même chose que ton père. Mais c'est un cool projet. Il va y avoir un moment un peu plate, peut-être, avec toute la passe de l'orgue avec Bach. Là. Ça va peut-être être un peu long. Là. Mais une fois que c'est passé, c'est le fun. Non, mais écoute, mon père, en plus, il m'a fait découvrir... c'est quoi qu'il me faisait... il me parlait de Mozart, puis il parlait les dernières œuvres, c'est tellement fou comment ça va ailleurs. Ça, c'est le trip de voir l'évolution là, d'un compositeur, je pense que tu peux pas le vivre autrement qu'en passant à travers. Puis aussi, lui-même disait, il y a de la répétition. Là. Il y a du monde, dans le cas de Mozart, il se renouvelle pas tout le temps. Là, dans ses sonates de violon que tu reconnais un thème d'une symphonie, puis finalement, tac, 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 puis ça va comme ça. Par contre, le cas fait Stravinsky, ça, il a trouvé ça un peu élevé par moment, parce qu'il dit ça va dans tellement de directions, là. Il dit c'est déstabilisant. T'sais. Même ça, je l'ai jamais fait, moi. Tout écouter Stravinsky, j'ai pas tout écouté ça. Vous êtes-vous des gros mélomanes? Écoutez-vous beaucoup d'affaires? Ben sûrement, parce qu'avec vos projets, vous êtes à la chasse de répertoire, d'en écouter Alexis en écoute énormément, mais ouais? Moi pas tant que ça. Ben ça dépend des moments, mais je trouve ça drôle que tu parles de ton père. Je veux dire, mes parents écoutent beaucoup de musique, puis ben ça, c'est ça, à la maison, mes parents sont super bien équipés pour... Ah oui, ok, ils ont le vinyle, ils ont tout, là. C'est ça, pour écouter dans des super conditions. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai fait, justement, avec mes parents, d'écouter beaucoup de musique. Là, quand je vais les visiter, justement, j'amène des disques, puis là, on écoute ça, puis la même chose. Mon père lit les livrets, puis... T'es-tu équipé chez vous?
Oui, j'ai un assez bon système de son, justement, qui a percolé de chez mes parents jusqu'à... Toi, Hubert? Pas T'écoutes très ça? bien équipé. Hey, moi, c'est d'une gêne. C'est d'une gêne. Comment j'ai rien pour bien écouter de la musique. C'est vraiment... Ben, tu sais, on a un petit affaire portatif qui sonne bien, mais tu sais, par rapport à des collègues, des amis, mais souvent, c'est aussi des amis qui font pas de musique, c'est eux autres qui sont le mieux équipés, là. Souvent, là, ils ont comme des collections, puis tout ça. On dirait que cordonnier mal chaussé, là, c'est un peu l'affaire. Aussi, en faisant tellement de la musique, à un moment donné, tu prends une petite distance. Ben bref, donc t'écoutes pas mal d'affaires, puis t'es aussi, en écoutant, sûrement que t'es à la recherche de la perle rare, un peu. Ben, on n'a pas tant d'occasions que ça de... On cherche pas tant de répertoire, finalement. On n'a Non, pas mais une saison, c'est pas comme un orchestre là, qui aurait une saison avec 8 Certes. concerts, 9 concerts. Certes, mais quand même, vous avez beaucoup de projets qui se sont accumulés au fil des années. C'est sûr qu'au début, c'est allé lentement, puis à un moment donné, ça s'est mis à être très actif. Puis même, à un point de vue actif, parlons-en, parce que c'est intéressant. Hubert, tu as écrit de la musique pour Bop. Ça, Oui, ben Alexis aussi. En Et fait, Alexis aussi, ouais. tranquillement, on se dirige de plus en plus vers des projets où il y a de la création. Donc, on a commencé avec des œuvres obscures. C'était pas ça qui était souhaité au début, ou c'était ça qui était en arrière-plan? Ou... Au début, c'était vraiment, justement, Britain. Après, on était allé faire un Franck Martin. C'était de choisir des œuvres du répertoire qui sont rarement faites. Puis je pense aussi, corrige-moi, là, mais il me semble qu'on était plutôt réticents à justement se servir à ce moment-là de la compagnie comme un véhicule là, pour, disons, notre propre travail là, personnel. Puis même encore maintenant, je veux dire, c'est pas... C'est pas central à la mission. C'est pas central, d'accord, mais quand même, il y a un moment où vous avez fait le petit chiffre, où vous avez décidé, OK, on va écrire, faire nos trucs. Dans le cas d'Alexis, je peux comprendre une formation de compositeur. Toi, Hubert, t'en as pas. J'en ai une demi. T'en as une demi? J'avais commencé un bac en compo au conservatoire avant de partir. No way! Ouais, Okay, avec Serge Provost. Mais je veux dire, j'en ai peut-être un quart de formation, plus qu'une demi. OK. Ouais. Mais Hubert est beaucoup plus prolifique que moi. Il touche tout, ça, cher Hubert. J'essaye. Y a-tu un truc en musique que vous n'avez pas encore touché, que vous aimeriez toucher? Vous avez le droit de dire non aussi. Je suis pas sûr de comprendre. Non, mais tu sais, un aspect de la musique, tu sais, mettons, tu sais, diriger, composer, jouer. Je dis ça parce que hier, j'écoutais Maestro de le film sur Bernstein, tu sais, dans lequel, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte, lui-même, il affirme super bien, tu sais, il dit, tant que c'est de la musique, c'est correct. Tu sais. Il dit, j'ai la joie de faire de la pédagogie, la joie de diriger, la joie de manier le texte au piano, la joie d'écrire mes idées en musique. Il dit, la vie doit être musique. Tu sais. Et pour lui, c'était ça. C'était de toucher tous les aspects. Toi, tu touches quand même pas mal d'aspects, par la direction, par le fait que tu as joué, que tu es encore capable de jouer, par le fait que et d'être capable de mettre sur papier tes idées. C'est cool. Ce que je me demande, est-ce qu'il y a un truc dans le milieu de la musique, un rôle que peut-être que tu n'as pas encore touché, ou un rôle que tu voudrais qu'il soit plus dominant? Tu nous en poses une bonne. Oui. Vous voulez être toutes, c'est ça? Non. En fait, c'est juste comment je le vois, c'est que notre rôle à travers la compagnie, c'est de créer des spectacles. Puis ça peut... Dans ces spectacles-là, le rôle est changeant, mais finalement, c'est comment on aborde ça, ça sera toujours... Pardon. Correct. Il y aura toujours comme plusieurs aspects. Donc, même si on ne fait pas la mise en scène, tout ça, donc il faut être impliqué là-dedans, même si je pense pas qu'on va un jour... je pense pas écrire un livret d'un opéra un jour, mais Pourquoi pas? Non, ça va. Mais c'est drôle que ça soit une de tes limites dans la création. Tu fais, non, ça, moi, écrire un livret. Non, mais toi, par contre, Alexis, je te verrais écrire un livret. C'est pas plus évident. Non, il n'y a rien d'évident. Je sais pas que c'est évident, c'est pas si... Mais en même temps, on dit ça, je veux dire, si un jour j'ai un flash extraordinaire, on s'en reparlera. Avec une super idée, une super histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est juste, même si je ne l'écrirai pas, je vais être en contact avec la personne qui va l'écrire. Si on crée un opéra, on va lire ce que cette personne-là, on va donner du input. Donc, après,
ça peut, disons, notre implication dans ce rôle-là peut aller jusqu'à créer. Donc, ça peut être la composition, ça peut être la direction musicale. Ça peut être, des fois, si un orchestre, ben, oui, je peux le diriger, mais aussi ça peut être une direction musicale qui est plus d'un point de vue extérieur. Dans certains projets qu'on a fait, j'étais moins hands-on, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Au final, c'est juste, on veut créer un bon spectacle, puis on veut quelque chose de cohérent. Puis... Je trouve ça cool que vous, dans le jargon classique, les gens sont super à cheval sur certains mots, sur concert, opéra. Puis depuis tantôt, les deux, quand même, vous employez le terme spectacle. T'sais. Puis spectacle, je trouve ça drôle. Parce que moi-même, je suis un peu comme... Dans le mot spectacle, il y a un éclat. Il y a quelque chose, tu veux en jeter, là, tu veux en donner. Là. Puis en musique classique, les gens veulent dire non, c'est pas un spectacle, c'est un concert. Mais vous autres, dans votre cas, justement, ces espèces de productions-là, c'est de l'opéra, évidemment. Est-ce que pour vous autres, l'opéra, c'est... Je sais que la compagnie se spécialise dedans, c'est ça que vous faites, mais de cœur, c'est quelque chose qui vous fait triper plus que toute autre forme? Est-ce que c'est le cas? Ben, c'est certain, l'opéra, je veux dire, il y a tout en même temps. Là, je veux dire, ce que tu décris des concerts où finalement on essaie de chercher... J'imagine de moins en moins, là, mais à la base, on cherche une sobriété pour se concentrer sur l'œuvre, puis que ce soit... Le texte. C'est ça qui est en quelque part rien pour venir se mettre dans le chemin de ça. Je veux dire, l'opéra, c'est l'inverse. Je veux dire, c'est comme... Finalement, l'œuvre n'existe pas tant qu'elle n'est pas réalisée scéniquement, puis qu'on trouve une sorte de traduction dans chacun des éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'éclairage? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'espace dans lequel on le produit? C'est quoi à quoi sert la musique? Dans tout ça, il n'y a pas moyen de réduire, par exemple, un opéra à seulement le texte, à seulement la partition. C'est un élément parmi tant d'autres. Donc, je pense que c'était comme un bon point de départ, mais on n'a pas fait que des opéras non plus. C'est certain, en fait, on en parlait, on a hâte d'en refaire. Il y a quelque chose de quand même flyé là-dedans. Là. Je veux dire, la convention de raconter une histoire, mais en chantant, puis que les gens embarquent là-dedans. Puis chantant, en bougeant. C'est ça, c'est toujours assez grandiose. Moi, je me souviens qu'une fois, Hubert, je t'avais demandé, je disais, hey, c'est quoi que tu vas voir qui te fait triper? Je te demandais, t'es-tu un gars de cinéma, t'es un gars que... Tu m'as shooté. Moi, j'étais un gars de show de danse contemporain. Moi, c'est ça mon affaire, c'est ça mon jam. C'est ça qui me fait plaisir à aller voir. Parce que tu dis, la façon que les corps, comment on utilise un corps sur une scène, l'expression, tout ça, puis tu me disais que c'était bien inspirant puis que tu allais chercher beaucoup là-dedans. Tu m'avais déjà dit ça dans le passé. Moi, je suis curieux dans le cas d'Alexis. Toi, c'est où que tu vas chercher justement cette forme d'inspiration que Hubert a justement avec la danse? Ben, effectivement, je vois moins de danse qu'Hubert. En tout cas, cette idée-là, comme de voir comment les choses fonctionnent ensemble, puis comme... ça fait que je vois beaucoup de films, j'aime beaucoup le cinéma, c'est ça, je trouve, pour moi, justement, c'est proche d'un spectacle à ce niveau-là, parce que, bon, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être mis ensemble, qui doivent fonctionner d'une certaine manière pour que la magie opère, là. Mais je veux dire, j'adore aussi le théâtre, ou en fait, toutes les représentations en art vivant, où finalement, je veux dire, il faut qu'il y ait plus de magie, en quelque part, pour qu'on rentre dans l'histoire, pour qu'on accepte la convention. C'est plus exigeant comme spectateur. Là, je dirais. Au cinéma, tu peux vraiment penser à autre chose. Qu'est-ce qu'il y en est de... Mettons, si les gens nous écoutent aujourd'hui et ils sont un peu curieux de voir vos projets, est-ce que ces projets sont quelque part numériquement? Est-ce qu'on peut les écouter, les admirer, ou c'est caché, ou ce sont des spectacles qui ont une petite vie éphémère et qu'on laisse au loin mourir, ou... Bon, on a un spectacle qui s'en vient. There you go. Ça, c'est sûr que c'est la meilleure façon de découvrir notre travail. Parlons du prochain. On fait une espèce d'œuvre hybride, donc théâtre, danse, musique à l'Espace Go en dernière semaine de février, pendant la semaine de mars, autour d'un roman qui s'appelle Le Mont Analogue. Donc, un roman qui... un mont comme... Un mont comme une montagne, oui, analogue. Donc, c'est un espèce de roman... inachevé, qui a inspiré beaucoup de monde.
Désolé, je le connais pas. Dont Jodorowsky, La montagne sacrée. Ok, C'est ok. inspiré de ce roman-là. Mais le mot analogue, qui l'a écrit? René Daumal. OK. Qui est un poète proche des surréalistes, à Paris dans les années 20, dans les années 20-30, OK. mais qui était aussi inspiré par les spiritualités orientales et par l'alpinisme. Alors, Ok. Je vois. c'est ça, le mont analogue, finalement, c'est un mont fictif. Il se retrouve sur aucune carte. Et là, pour l'atteindre, pour y accéder, en fait, c'est tout le récit est autour de ça. C'est une expédition qui est mise sur pied là, pour partir à la découverte du mont analogue. C'est ça, ça prend une certaine courbure du temps. Le soleil doit être placé d'une certaine manière. Donc, c'est un peu, Ok. c'est ça, c'est un peu science-fiction. C'est spirituel aussi. Et donc, là, cette équipe-là comme arrive, finalement, découvre le mont analogue. Et là, entreprennent l'ascension et le roman finit là. On sait pas. On sait pas que c'est ça, le mot. ça termine sur une virgule. C'est une grosse réflexion. C'est vraiment quelque chose d'un peu absurde. Est-ce que c'est drôle? Quand même. Quand même. Oui. Ben, c'est les deux. Je pense que c'est comme... Il y a plusieurs degrés, là, je veux dire, mais comme les personnages, en quelque part, sont un peu absurdes. Là, il y a beaucoup de situations qui le sont. Puis juste, c'est ça, l'espèce d'idée de se mettre en gang pour aller monter une montagne, qui sont Ouais, pas sûrs qui j'avoue. existent. Mais il y a aussi, c'est ça, il y a aussi toute l'idée d'une quête spirituelle, puis de quelque chose de... Ouais. Wow. En fait, c'est... on me faisait remarquer récemment qu'il y avait une proximité avec, par exemple, le Petit Prince, là, où, OK. je veux dire, finalement, en surface, ce roman-là, je veux dire, vraiment, c'est très, très court. C'est un petit roman d'aventure. OK. Mais avec, bon, c'est ça, disons, une dimension plus en profondeur qui est super intéressante aussi. Alors, il y a comme... On peut méditer là-dessus. On peut le prendre de plusieurs... C'était ton idée de prendre ce livre-là? Non, pas du tout. C'est l'idée de la chorégraphe avec qui on travaille. C'est elle qui voulait... On voulait travailler avec elle, puis elle nous a proposé... On connaissait pas le roman, OK. mais elle, ça faisait plusieurs années qu'elle voulait faire quelque chose autour de ça, puis elle nous a proposé de faire ça avec elle. C'est qui la chorégraphe? Win Holmes. Win 11. Elle est à Montréal? Oui. OK. Originaire de Vancouver, elle a vécu aussi à New York, puis là, ça fait quelques années qu'elle... Qu'elle est ici, qui a fait ses trucs. Puis C'est ça. OK. Et là, elle est arrivée, mais ça, c'est quand même curieux. La chorégraphe, vous voulez faire un projet avec elle. Elle arrive avec un bouquin. Elle dit, ça va être ça le projet. Puis vous faites OK. Et là, c'est une mise en musique de tout ça, chanter aussi. En fait, ça a été long avant qu'on décide qu'on savait qu'on voulait faire quelque chose autour de ça, puis ça a pris forme dans les derniers mois. Finalement, la place du texte, est-ce qu'on... Au début, c'était pas clair pour nous. Est-ce que vraiment on raconte cette histoire-là, on fait juste s'en inspirer? Mais finalement, On la raconte. on la raconte. Donc, Donc, vous l'avez scénarisé. en fait, c'est Clara Prévost qui s'est joint au projet. OK. Puis OK. elle a écrit le texte sur... donc, il y a 6 musiciens, 6 danseurs et 1 comédien. C'est ça, un comédien. OK. Puis le comédien, dont le personnage principal, c'est lui qui porte là, la majeure partie du texte, mais les autres interprètes aussi On aura un petit ont des peu. petites répliques. Ouais. OK. C'est ça. C'est qui les interprètes? Est-ce que l'interprète principal qui va livrer le texte? Jean-François Casabonne. Oh, OK. OK. En plus, un gars... excellent choix. Un gars très musical. Oui, vraiment. Donc, qui peut se prêter entièrement à ce type de projet. Il va chanter un peu. Oui, il peut tout faire. Ouais. Oui, c'est un comédien très danseur aussi. Ouais, non, il est formidable. C'est quelqu'un de tellement chaleureux, accueillant. Écoute, je l'ai rencontré 2 fois. Puis une fois, c'était... Écoute, je pense... Oui, c'est ça. J'étais dans un bar. Il était assis au bar. Je revenais d'une journée de travail. J'allais prendre une bière. Il était assis à côté de moi. Finalement, on a parlé jusqu'à 2h du matin de 1000 choses. Puis il est toujours, tu sais, genre... Ça ne me surprend pas. Non, c'est ça. Complètement partant, là. Lui, c'est un bon acteur pour ça. Et cette musique qu'il a écrite, cette fois-ci, vous deux? C'est moi. Ah, là, c'est toi au complet. OK, Ouais. t'es parti. Ben, pas fini, là, mais Ok, je suis on en est- train de finir ça. Là. T'es encore là-dedans. Presque fini. Ça reste pas beaucoup. C'est pas stressant un peu d'écrire un peu, parce que c'est quand même bientôt, là? Non, mais je pense qu'écrire pour la scène, c'est vraiment moins stressant que... Tu sais, ça fait... depuis mes études, j'ai jamais écrit une œuvre comme instrumentale pure. Là. Puis Ouais, ça, ouais. je pense que j'aurais de la difficulté, mais
là, il y a un contexte, il y a un texte, on raconte quelque chose, puis on sait qu'il va y avoir de la danse là-dessus. Donc, de toute façon, l'approche est pas pareille. Là. L'instrumentation que tu aimes bien, c'est quoi? C'est quand même particulier. Donc, il y a de la clarinette basse, clarinette contrebasse, clarinette. C'est moi qui fais ça. Okay. Il y a comme du hautbois basse, corps anglais, un peu de hautbois. Tout ça fait par une personne. Ouais. Parce qu'au début, c'était juste se dire il va y avoir rien que le fond, puis ça va être ça, mais finalement. Ouais, ça a changé. Je me suis dit ça serait le fun de savoir du hautbois. Puis il y a des instruments inventés d'un gars qui s'appelle Tom Jacques de Rimouski, qui crée ses propres instruments. Tom Jacques de Rimouski. Tom Jacques de Rimouski, oui. C'est son nom ou c'est son nom d'artiste? Ça porte à confusion. Il réside à Rimouski. Oui. Oui, c'est. OK. Son nom, c'est Tom Jacques. Tom Jacques. Un gars avec un gars qui possède 2 prénoms. On pourrait dire ça, oui. Ouais. Si on considère Tom comme étant un prénom. Oui. Oui. Okay. Tom, puis Jacques. Oui. C'est comme si je m'appelais Mathieu Jean. Exact. C'est un peu ça. Puis sinon, c'est 3 chanteurs, mais dont une qui fait du keyboard aussi. Donc, plusieurs trucs d'orgue, un peu... OK. Ouais. OK. Pas nécessairement tout du monde issu de musique classique, donc d'autres univers aussi qui se joignent. Ben, c'est quand même des backgrounds différents. Donc, il y a Gabriel Darmou. Oui. Donc, Jeanne Laforêt. Oui. Ah, Gabriel Darmou va vous colorer ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le but. Puis sinon, Janelle Lucic, qui fait plus musique baroque, folk, mais donc c'est ça, c'était comme... Vous avez une super équipe, là, quand même. Là. C'est le fun, oui. C'est très hétéroclite. C'est pas encore répété. On a fait une semaine de création. Ouais. En fait, une semaine de musique, puis après une semaine de mise en commun aussi. OK, wow. Et ce show est à l'Espace Go pour une petite run de quoi? 2 semaines, une semaine, ou je sais pas? Ouais, 11 soirs. 11 soirs. Ouais. Shit. Ça, c'est le fun. Ouais, vraiment. Ça vous donne le temps de justement setter des choses, essayer des trucs. Maintenant, ça va être un show d'1 heure, je présume, peut-être un peu plus. 1h10, 1h15. Wow, c'est beaucoup de matériel à écrire. Mais je suis vraiment impressionné. Il y a beaucoup de textes finalement. Là, fait okay. Il n'y a pas 1h15 de musique. OK, c'est ça bouge beaucoup. Donc ça, c'est votre gros projet de cette année, je présume. Est-ce que des fois, tu sais, vous avez fait des productions, est-ce qu'il y a des productions que vous pouvez comme vendre ou laisser partir ailleurs ou refaire, ou c'est plutôt quand vous avez fini un projet, il est mort, on le laisse là, puis on passe à autre chose? C'est comme notre grand défi, là, parce que c'est beaucoup de temps et de moyens investis à chaque fois pour faire ces projets-là. Mais en même temps, j'imagine que ça fait un petit peu partie de c'est dans l'ordre des choses aussi, comme plus c'est événementiel. Disons, il y a beaucoup de gens impliqués, puis beaucoup de partenaires, puis ça prend un lieu, et tout ça. Comme c'est des formats qui sont peut-être moins faciles à faire tourner. Là. Je veux dire, on réfléchit pour les prochaines années, là, comment... c'est quelque chose qu'on voudrait faire aussi. Là, comment récupérer tout le bon travail que vous avez fait. C'est sûr que... Puis ça c'est peut-être un peu le truc difficile de l'art contemporain, surtout en musique. Puis Dieu sait, moi je le fais avec Molinari. Souvent, il y a des pièces des premières qu'on va faire, puis je les appelle souvent les premières dernières. Là. Où est-ce que faut que tu trouves des occasions pour les rejouer, puis c'est pas toujours évident. Mais il faut garder espoir là-dessus. Mais pour revenir aussi à ma question de tantôt, c'est ça. Est-ce que vous allez mettre en ligne un peu ces spectacles-là? On a un spectacle en ligne, puis on a les extraits de pas mal toutes nos productions sont en ligne, puis il y en a une intégrale, c'est la comédie musicale qu'on avait faite au Théâtre La Chapelle. Qui s'appelle Please Thrill Me. C'est avec Sean Nicholas Savage. Oui, et ça, il est tout disponible sur YouTube, je présume. C'est ça, c'est sur YouTube. Sophie Cadieux avait fait la mise en scène. Puis, oui. C'est devenu une espèce de petit film, c'est ça, autour de ce spectacle. Je me rappelle. Donc, il est disponible. Vous avez une page BOP sur YouTube, je présume, c'est dans laquelle on peut aller chercher ça. Pardon. Est-ce qu'il y a des Pardon. Est-ce qu'il y a des... oui. Est-ce qu'il y a des projets nouveaux peut-être ou de longue date que vous réfléchissez, que vous rêvez de faire, qui sont comme dans le tiroir, que vous contemplez, que vous dites que ça serait vraiment le fun, qui se réalise un jour? Il y a des projets sur lesquels ça fait longtemps qu'on travaille et à la réalisation desquels on a très hâte, mais je pense pas que ça soit exactement dans... On peut pas en parler parce que ça va donner une mauvaise chance ou... Non. Mais
Non, c'est juste, je pensais, quand tu as dit des projets que ça fait longtemps que vous voulez... Non, mais que vous qui voient le rêvez de jour. faire, vous dites, ça serait... Parce qu'il y a toujours, dans chaque projet que vous faites, il y a quand même quelque part quelque chose qui va dans le grandiose. C'est beaucoup de monde. C'est gros. Tu sais, moi, ma vie, je la passe à 4 avec un quatuor. Déjà, c'est pas évident. Là, bon, mais vous autres, quand vous commencez, justement, juste toutes les étapes que vous allez être sur ce show-là, on parle de quoi? On parlait de 12. Là, on parle le scénographe, il y a l'éclairage, il y a tellement de détails. Puis plus il y a de monde, plus il y a de problèmes aussi. Ça vient souvent... l'équation, habituellement, fonctionne pour ça. Ou l'inverse, c'est peut-être plus difficile de... Je sais pas, travailler à 4 pendant intensément pendant plusieurs années que... Mais c'est plus contrôlable quand même, tu sais. Tu sais, mettons, s'il y a un problème, il peut quand même il se fixe plus vite, même en termes de communication, pis tout ça. En tout cas, c'est peut-être ma façon de voir... quand il y a plus de monde, il y a plus de problèmes. Ça, c'est moi, là. Peut-être, c'est personnel. Vous autres, vous trouvez plus il y a de monde, plus c'est facile à déléguer. Plus c'est le fun. Ben, le fait qu'on n'a pas de... C'est pas du tout un ensemble fixe là, qu'on a, donc on travaille toujours avec des gens différents, donc y a pas... Même si, disons, il y a des fois où c'est plus difficile, on sait qu'au prochain projet, la personne sera pas nécessairement là, donc on accepte vous autres, la situation. Vous avez quand même, là, je vais dans un autre sujet, tu sais, vous avez connu un enseignement de la musique j'ai envie de dire à l'ancienne un peu traditionnel, tu sais, mine de rien, tu sais, toi, t'as étudié avec le Père Brunel? Non. Non, tu sais, c'était qui tes profs de violon? C'était Bernard Ducharme. Bernard Ducharme. Mais quand même, Bernard qui est de cette tradition-là aussi, tu sais, qui a connu le Père Brunel, qui dirigeait l'orchestre à Joliette. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui est très vieux jeu, si je pourrais dire ainsi. Puis tu sais, la musique classique, là aussi, elle va par une certaine tradition. Les choses changent énormément, mine de rien. La numérisation de la musique, même la façon d'enseigner a changé à travers le temps. Souvent, vous le savez à travers le camp musical, vous voyez que les jeunes ne sont pas les mêmes jeunes d'année en année. Les choses changent. Votre regard par rapport à la musique classique aujourd'hui, est-ce qu'il est rempli de joie, de positivité, d'inquiétude, ou juste de on verra qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Est-ce que vous des fois vous questionnez, est-ce que vous avez des doutes par rapport à la transformation justement de notre art en ce moment? Ben, je vais parler pour moi, mais peut-être pour nous deux. T'es une grande personne, parle pour toi. C'est bon. Mais dans le travail de BOP, on est à la fois lié à la musique classique, parce qu'on travaille avec des institutions et tout ça, mais aussi un peu en marge, finalement, dans peut-être la manière de le réaliser ou de réaliser nos projets. Là, finalement, par exemple, dans les prochaines années, c'est surtout dans les théâtres qu'on va présenter c'est ça, nos spectacles. Et puis, entre autres raisons, le théâtre, c'est un autre terrain de jeu là, pour la musique. Fait que, on se retrouve finalement, on engage, c'est là, la musique classique, c'est quand même là où on connaît le plus de gens, puis c'est le milieu dans lequel on a étudié, mais c'est pas, on n'a pas les mêmes enjeux que si justement on avait fondé un orchestre, et même avec les institutions avec lesquelles on travaille, je veux dire, souvent, finalement, nous, on vient comme complémenter par exemple, ce que l'opéra fait déjà. Finalement, on vient réaliser nos projets avec eux, mais sans nécessairement avoir les mêmes enjeux. Je pense à la question des publics, par exemple, où c'est plus difficile dans les salles de concert, ou de renouveler une formule qui est très, très établie. Là. Je veux dire, le fait de faire des projets différents, complètement différents, avec des collaborateurs et des collaboratrices qui sont pas les mêmes à chaque fois, finalement, ça... Je dirais pas qu'on évite certains défis que la musique classique a aujourd'hui, parce que finalement, on appartient quand même aux arts de la scène, fait que tous les enjeux de financement et de transformation rapide, je veux dire, on les vit aussi, mais pas nécessairement du point de vue musique classique. Non, mais aussi, tu sais, dans toutes les grandes institutions en ce moment, puis on l'a vu au cours des 10 dernières années, justement, tu sais, quand j'étais jeune, l'idée que l'Orchestre symphonique de Montréal fasse une collaboration avec un artiste pop, c'était inimaginable. C'était même pas sur la table. C'était pas possible. Ça existait pas. C'était juste comme on dit, des grandes œuvres, comme on peut appeler ainsi, mais c'était des symphonies, c'était des concertos, c'était juste ça. Puis là, il y a eu un jour, il y a eu un moment où est-ce que les gens ont commencé à dire
faut garder notre public, il faut essayer d'innover un peu. Et on commençait à intégrer ça. Tous les orchestres le font maintenant. Donc, il y a cette transformation-là. Vous le faites pas de cette façon-là nécessairement. Vous y allez avec des signatures beaucoup plus raffinées. Ben, pas raffinées, mais moins mainstream, dans le sens que vous allez aller chercher des trucs assez originaux. Juste justement votre prochain projet, c'est quand même pété. Là, l'idée du roman, le mélange de la danse, même toute l'instrumentation que vous prenez. Ça, c'était comme un facteur un peu de changement. Mais vous, quand vous voyez justement toutes ces tentatives que les autres organisations font, ça vous fait pas bizarre ou est-ce que vous trouvez ça encourageant? Je pense c'est le fun pour nous de se dire on se concentre à faire des spectacles. Finalement, on a un volume d'activité qui est bas. On fait 1 ou 2 productions par année. Donc, on peut se concentrer à comment rendre cette production-là intéressante. Donc, on est content de ne pas vivre ces enjeux-là, justement. Comment renouveler un public, comment avoir des abonnés. Puis, je veux dire... Mais vous avez déjà un public aussi. On pourrait quand même le dire parce que les gens sont oui, assez mais ça varie tellement d'un projet à l'autre. Souvent, le public va être associé ça peut être à l'organisme auquel on s'associe, aux artistes qui viennent. Donc, on a des irréductibles, mais tu sais, c'est nos tantes. Puis nos amis, je veux dire. Oui, mais la qualité des productions, je pense, aussi vont amener un doré au nom, tu sais, dans le sens. Oui, il y a des gens qui vont continuer à nous suivre, mais on n'a pas un public. Puis je pense pas c'est pas dans la mission de l'organisme d'avoir le fait qu'on fait nos projets un peu partout. Oui, mais en même temps, on pourrait dire que en fait, tout ça va avec le temps. T'sais. Moi, je pense que dorénavant, puis ça, c'est quelque chose qui est établi dans le milieu de la musique contemporaine ou de la musique classique, point final, c'est quand on dit le mot bop, dans le milieu, les gens savent que ça va toujours être des spectacles un peu innovateurs, puis je veux pas dire champ gauche, mais originaux. Il va y avoir quelque chose de différent qui va se passer. Déjà, rien que ça, avoir réussi à établir ça dans le milieu, je trouve que c'est fort, parce que il y a des choses des fois qui coulent d'une certaine évidence. Si on parle d'un ensemble baroque, ben là tu fais c'est de la musique baroque. Dans votre cas, ça pourrait même. On sait que stylistiquement, il n'y a pas vraiment de limite. Moi, c'est ça que je trouve. C'est juste qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant qui va être proposé. Puis si vous voulez quelque chose de différent, ben vous allez voir bas, parce que artistiquement, vous allez voir quelque chose qui est complètement unique. Moi, c'est ça que je trouve qui est fun dans le projet. T'sais. Ben merci, c'est fin. Non, mais puis je le pense, mais je suis pas le seul à le penser aussi en passant. Il y a plein de gens qui le réfléchissent de cette façon. Bref, le temps file et on va se diriger maintenant, si vous voulez bien, chers amis, à votre prescription personnelle. Là, ça fait beaucoup de matériel parce que chacun, vous avez des goûts différents, ou peut-être pareil, on verra bien selon ce que vous avez à proposer. Je vois Alexis avec sa petite feuille, alors je vais lui donner la parole en premier, si tu veux. Oui, littéralement 7 mots décrits dessus. C'est pas des gros mots. Ok, oui. Ben, j'ai pensé au film Playtime de Jacques Tati. Ah, ça me fait plaisir avec ce film-là. Ah oui, ça me fait plaisir que ça fasse plaisir. Ouais. Donc, comment t'es tombé là-dessus? C'est drôle, à travers, par la musique au départ, par la musique électroacoustique. Parce que les bandes son des films de Tati sont souvent cités, sont souvent analysées du point de vue justement de la musique électroacoustique puis de la perception. Mais je savais pas que c'était connu, mais c'est vrai qu'il y a une recherche sonore assez poussée là, dans ces films-là. Oui, parce que finalement, c'est peut-être une petite mise en contexte, c'est des films qui sont proches de l'univers du film muet, en quelque sorte. Le personnage de Jacques Tati, c'est une espèce de Charlie Chaplin français, il vient du mime, et son passage dans l'univers du cinéma parlant, finalement, ça a été dans l'univers du cinéma sonore. Il n'y a pas vraiment de dialogue, les gens ne se parlent pas, on fait juste toujours entendre des bribes de conversation au loin, des bruits. Même tous ces films, même Les Vacances de Monsieur Hulot, ça parle à peine, il y a quelques mots, mais à peine. C'est vraiment dans le bruit, dans une porte qui claque.
Et ça devient super drôle aussi. Puis c'est rare aussi que le récit ou la tension, je veux dire, le cinéma peut faire ça, mais que la dimension sonore soit comme prise en compte, ou justement, qu'est-ce qui va diriger notre attention? C'est un bruit qu'on entend, qu'on n'est pas capable d'identifier, ou comme justement une porte qui va se fermer d'une certaine manière, qui va nous surprendre, puis c'est ça qui va créer le fil dans le film. Puis qu'est-ce que j'aime là-dedans? Finalement, on suit le même... Jacques Tati a un personnage qui est Monsieur Hulot, justement, qui apparaît avec les vacances de Monsieur Hulot, qu'on voit ensuite dans mon oncle, Playtime, et dans l'apparition, c'est dans Trafic. Puis c'est un passage, finalement, d'un mode de vie traditionnel, disons, à la complète modernité. Puis dans Playtime, justement, le film se passe à Paris, mais c'est pas Paris, c'est juste des buildings ultra modernistes, en verre, qu'on sait pas, justement, on sait pas où sont les murs. Puis tout le film est sur l'impossibilité de vivre dans ces environnements-là qui sont des espèces de prisons, finalement, qu'il n'y a pas de place pour... qu'il n'y a pas de place pour la vie. Et justement, dans la scène, le film est divisé en deux. Au départ, c'est une espèce de chassé croisé. Peut-être M. Hulot a un rendez-vous, il n'est pas capable de s'attraper avec le fonctionnaire qui veut parler. Puis ensuite, une scène dans un restaurant où finalement, le party pogne tellement que tout explose dans ce restaurant-là. Puis finalement, la vie prend le dessus sur les contraintes que le décor impose. Puis je veux dire, c'est une scène, cette scène-là de restaurant, c'est 45 minutes, puis on a le temps de rencontrer tellement de personnages qu'on voit agir là-dedans qui sont tellement drôles. Moi, c'est ça, j'aime ce film-là parce que c'est le triomphe de la vie, finalement. C'est le regard qu'on porte sur les choses. Tu sais, lui, en plus, la scène d'ouverture dans Playtime, c'est à l'aéroport où c'est super calme, puis là, ça se met à gronder, puis à grogner. Et Tati disait lui-même que son endroit préféré pour écrire des films, c'était l'aéroport. Il adorait ça, il trouvait que c'était tellement riche, les rapports, le stress, la façon que les gens interagissent à l'aéroport, c'était comme un endroit parfait, unique. Puis souvent, il y allait avec des calepins, puis il prenait des notes, il observait, il prenait des notes de tout ça. Bon, au début du film, ça débute avec justement ce lieu d'inspiration. Puis il y avait une entrevue de Tati qui parlait, il disait, je pense que Playtime, c'était son film préféré, dont il était le plus fier. Mais la critique avait été so-so, je pense, à l'époque. Il s'est ruiné, en plus. Ouais, il s'est ruiné, ça a coûté très cher. Puis je pense qu'après ça, il n'a pas voulu trop faire le cinéma. Puis ça, les critiques avaient été dures. Puis il disait... La plus belle critique que j'ai eue, c'était un enfant qui me l'avait fait. Il dit, un enfant de 10 ans qui avait vu le film, puis il avait dit, j'adore votre film, parce que quand le film est terminé, il continue dans la vraie vie. Et c'est vrai, tu finis le film, puis l'espèce de délai, puis il dit, tu te promènes dehors, puis t'as l'impression que t'es dans le film. C'est extraordinaire quand même, il y a peu de films qui font ça. Là. C'est ça, en fait, Playtime, j'ai découvert à travers Michel Chion, qui est un théoricien du cinéma, puis qui a quand même le sens de la formule, puis il disait la vie est un hommage à Tati. Puis après ça, effectivement, tu prends l'ascenseur, tu vois comment les gens... juste d'observer comment les gens vivent... quand on regarde le film, tout ça semble exagéré, mais dans la vie, c'est comme ça qu'on bouge, c'est comme ça qu'on... Non, c'est ça, puis c'est très impressionnant. OK, mais très bon call, bravo. Quoi d'autre? Dans une veine beaucoup plus déprimante, là. OK, yes. Yes. Le dernier roman publié de Jack Kerouac, en français, c'est Vanité de Jules. Jules, c'est son alter ego... dans plusieurs de ses romans. C'est peut-être quelque chose de moins connu, mais Kerouac a fait une... Je ne connais pas, moi. C'est la première fois que j'entends le titre, même. En fait, tous ses livres sont regroupés, finalement, sous le... En fait, presque tous ses livres sont regroupés sous la bannière de la légende des Duluas. C'est comme, donc, finalement, c'est tous ses livres sur Lowell, donc d'où il vient, dans le Massachusetts. Toute sa famille, ça se retrouve là-dedans. Puis, tout ça, c'est de l'autofiction. Il n'y a pas de séquence inventée là-dedans. Puis c'est assez particulier parce que Vanité Duluas, c'est son dernier roman. Il est très malade quand il écrit ça. Il est complètement alcoolique. Puis il revient sur ce titre, c'est Une jeunesse aventureuse, 1935-1944. Puis c'est sur
finalement ses premières années comme joueur de football, puis son arrivée dans la ville de New York, finalement avec une bourse pour jouer au football. Puis c'est un panorama tellement particulier parce qu'on comprend finalement que c'est sa réalité d'immigrant, de fils d'immigrants canadiens-français qui essaient de faire sa place dans la société américaine. Je veux dire, ils n'ont pas d'argent, fait que les bourses, le football, c'est sa manière... Oui, c'est sa façon pour aller étudier. Là, sa manière de s'intégrer, puis il y a tout l'épisode. Finalement, ça se passe aussi pendant la guerre, son passage dans la marine là-dedans, comme qui... puis finalement, c'est très triste. Moi, ça m'a bouleversé. Toute la première partie du roman, c'est un compte-rendu vraiment détaillé de parties de football que je jouais quand il avait 13 ans à Lowell. Puis je suis convaincu que c'est pour montrer aux gens que même s'il est sous tout le temps, il se rappelle des choses. Il y a comme une part de défi là-dedans. Puis il parle de la mort de son père. Puis en quelque part, le roman, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû commencer par la partie déprimante. Puis... c'est bien correct. Mais c'est... Une œuvre, c'est une œuvre, là, c'est correct. Ou finalement, à la fin de sa vie, Kerouac repense à ça, puis déçu, en quelque part. Et triste d'avoir déçu ses parents, parce que son père est mort alors que Kerouac est dans une phase comme très, très dure avec la drogue, puis la dernière fois qu'il l'a vu, c'est lui-même était à l'hôpital. Mais en même temps, tout ça est comme... il y a comme une transparence complète sur toute l'expérience vécue avec le recul, parce qu'il repense à sa jeunesse, puis lui-même est comme en quelque part sur son lit de mort. Fait qu'il y a comme... On touche une expérience vraie là-dedans, puis c'est ça, sans fil, sans essayer de faire paraître les choses d'une ou d'une autre. En tout cas, il recherche pas le beau, puis ou même la guérison, à dire, c'est brut. C'est brut, puis finalement, les gens souvent connaissent, on connaît On the Road, puis après ça, je veux dire, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt critique et même populaire pour les autres de ses romans, justement, il parle vraiment de... Est-ce que tu as tout lu? Non, j'ai pas tout lu. Je connais pas l'immensité de son œuvre. Je connais évidemment On the Road, mais je connais pas justement. Il y a beaucoup de. Il y a pas mal d'affaires. Il y a pas mal d'affaires, puis ça couvre en fait. Il y a tellement de réalités qui sont couvertes là-dedans. Mais justement, tout son passage dans la marine, mais justement récemment, il y a son premier roman qu'il a écrit au crayon alors qu'il était marin a été publié. Puis bon, c'est ça. Encore là. Il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt, je trouve, de la critique pour ce roman-là, mais je trouve ça fabuleux. C'est une obsession pour la mer, pour le voyage. Donc, moi, je suis un grand fan. J'ai beaucoup parlé. Ça, c'était tes suggestions. C'est ça. Super. On y va avec toi. Est-ce que tu vas réussir à topper ça dans une joke? Il n'y a pas de compétition. Je vais parler peut-être parce que justement, je suis en train d'écrire de la musique pour notre show. Fait que une chose qui m'a beaucoup inspiré, c'est... Turtle Dreams Turtle Dream ou Turtle Dreams, je sais plus ça, c'est au pluriel, de Meredith Monk. Turtle Dreams, ok, je connais. Meredith comment? Meredith Monk. Monk, ok, je connais pas. C'est genre de. Elle fait de la musique. C'est une New-Yorkaise, elle a deux longues tresses. Ok. Ok, oui, je vois. C'est ça. C'est vraiment... Mais je connais pas son œuvre. Je connais pas... J'adore ça. Donc, il y a quelque chose d'un peu à la fois absurde, mais une grande profondeur. Puis c'est ça. J'aime vraiment... Compositrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste, actrice, danseuse, chorégraphe. Ok, elle est occupée quand même. Ok. 81 ans. Oui. Wow. Puis donc, tu peux trouver cette vidéo-là sur YouTube. C'est un petit 20 minutes vraiment très agréable. Ok. Donc, ça t'a pas mal inspiré, cette musique-là. Ben, le show. C'est un show, ça? C'est quoi? C'est une pièce? C'est un genre de vidéo, ouais. OK. Mais c'est comme un univers que, sans le la musique que j'ai écrite pour le spectacle est un peu moins hippie, mais c'est comme c'est ça, j'essaie de comme recréer ce genre d'univers-là, mais à saveur moins hippie. OK, moins hippie. Ouais. Parfait. Tu te considères pas hippie. C'est ça. OK, parfait. Excellent. Quoi d'autre?
On en a parlé plus tôt, mais un artiste que vraiment j'adore, c'est Shanika the Savage. Un peu pour les mêmes raisons. Donc... Toi, tu me l'as fait découvrir même il y a quelques années, là, quand vous avez fait le projet, j'avais aucune idée. C'était qui? Méchant personnage, non? C'est ça, donc à la fois comme une grande générosité, quelque chose d'un peu absurde dans comme le kitsch, la façon d'aborder les choses, mais quelque chose de... C'est ça, il y a comme une profondeur... immense là-dedans, je trouve. Donc, quelque chose qui me touche énormément. Donc, puis comment tu l'avais juste abordé? Comment tu l'as découvert, en fait? C'était un ami à nous qui écoutait ça. Puis donc, j'écoutais, il y a plein d'albums. J'écoutais beaucoup cette musique-là. OK. Je l'avais approché pour faire un spectacle avec l'Orchestre des Jeunes de Joliette et de Sherbrooke. Ah oui, que vous avez qu'on a fait. Ouais. Vous avez fait. Puis c'était vraiment C'était super le fun, le spectacle. Puis en fait, c'est une fois sur... on faisait Sherbrooke-Montréal, justement, on venait d'une répète. Puis je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà pensé à écrire une comédie musicale? Je me disais, ça serait la personne idéale pour ça. Puis il avait dit non, mais ça pourrait être vraiment le fun. Puis donc, je pense un an plus tard, on en avait commandé une. Wow. C'est ça. Wow. Et tu tripes-tu comédie musicale dans la vie? Non. Non? Non. Oh, moi, j'aime bien ça. J'aime l'idée, mais d'une comédie musicale, mais généralement, je trouve ça trop long, trop... C'est tout le temps trop long. C'est ça. C'est littéralement tout le temps trop long. Et je sais pas pourquoi. Qui a décidé qu'il fallait que ça soit si long? Peut-être qu'ils se disent, alors, tant qu'à avoir tout le monde, là, on a réussi à réunir tout ce monde-là. On va donner un gros show. Mais tu sais, comme j'étais allé voir l'année dernière, non, c'est il y a 2 ans, quand ils ont fait l'adaptation en français qu'ils font justement au Théâtre Saint-Denis de Annie. Puis moi, je me souviens du film. Le film est plus court quand même. Mais j'ai oublié que le film, il y avait même un entracte. Il y avait un entracte au film. Donc, c'est pour dire... Mais le show, c'était d'une longueur sans nom. Là. C'était insupportable. Puis j'ai revenu mes enfants n'en pouvaient plus. Puis c'est dommage, parce qu'une bonne comédie musicale tête là, de 1h30 serait suffisante. Là. Mais non, moi, je suis un grand admirateur quand même de West Side Story, ces affaires-là. Ouais, on est des énormes fans de... J'ai hâte de savoir de quoi. J'ai un blanc. La La Land? Non. Les Parapluies de Cherbourg. Les Parapluies de Cherbourg. Ah oui, mais là, oui, c'est ça. Mais oui. Qui est un opéra. Qui est un opéra. En fait, si on est honnête, c'est ça. C'est pas... C'est pas par numéro, tu sais. C'est pas... Oui. Mais je veux dire, je pense que c'est ça. J'aime la comédie musicale, mais il n'y a pas de temps qui m'ont vraiment... Qui t'ont marqué? Marqué, ouais. La La Land, t'as aimé ça? J'ai pas vu. Oh shit, toi, t'as vu La La Land? Ouais, je l'ai vu, mais comme à la première écoute, je sais pas, comme il n'y en est pas resté grand-chose. Mais d'ailleurs, tu sais que tout ça, la plus grande inspiration de ça, c'est les Parapluies de Cherbourg. Ben c'est ça, puis ça m'a donné le goût de le revoir, parce que... Bien que dans les couleurs, tu le vois déjà. J'avais... En tout cas, j'étais allé voir Babylone l'année dernière, de Damien Chazelle. Je connaissais pas les films. T'as aimé ça? Ouais, moi j'ai vraiment aimé ça. C'était malade, ce film-là. C'était fou raide, là. Puis je connaissais pas ces films, puis là, en tout cas, c'est ça, la musique était bonne, entre autres. Il parle très bien français. Hein. Il parle parfaitement français. Il avait fait une entrevue via le téléphone avec Catherine Perrin lors des vendredis qu'on faisait, puis c'était vraiment cool, parce que justement, il est allé en profondeur sur le cinéma, puis il connaît son cinéma français, là. Bon, puis il parlait juste des Parapluies de Cherbourg, à quel point que ça l'avait comme ébloui, marqué, puis qu'il avait essayé un peu de refaire ça, mais quand tu regardes dans La Land, ce qui est le fun, c'est que c'est un hommage à un condensé de toutes les comédies musicales. Il y a comme chaque plan est une réplica d'un autre film. Tu sais. Ça, c'est ça qui est un peu le fun. Mais Babylone, ça aussi, c'est un pas pire film. C'est chargé, là. C'est très chargé, c'est long, mais c'est le fun. Tu sais. En tout cas. Bref, messieurs, d'autres choses à dire sur la prod, peut-être avant qu'on finisse. Y a-t-il d'autres détails? Acheter des billets? C'est ça. Allez voir ça. À l'Espace Go. Ça va être super le fun. Et merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.